Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022. Au sommaire ce soir, direction Saint-Jean-de-Sixte pour débuter cette édition pour évoquer un héritage en danger. En Haute-Savoie, le nombre de microstations de ski diminue, mais elles sont pourtant essentielles, notamment pour l'apprentissage du ski. Ces petits domaines sont néanmoins dépendants des chutes de neige pour bien fonctionner. Et puis un retour aux sources, celui de Hub, un artiste originaire du bassin annécien. Le dessinateur a pu rencontrer son public la semaine dernière lors d'une séance de dédicace organisée par la librairie BD Fugue à Annecy. Mais avant de développer ces titres, plus de 9 ans après les faits, l'affaire dite de la tuerie de Chevaline a peut-être connu un rebondissement ces derniers jours. Ce mercredi 12 janvier, Lynne Bonnet, la procureure de la République d'Annecy, a annoncé la mise en garde d'à vue d'une personne dans le cadre de l'assassinat de 3 membres de la famille Alili et Sylvain Mollier le 5 septembre 2012. Toujours selon le parquet, cette garde à vue effectuée par la section de recherche de Chambéry vise à procéder à des vérifications d'emploi du temps. Si vous étiez à Annecy ce mercredi matin, vous avez peut-être aperçu une épaisse fumée se dégager du ciel en ce milieu de journée. Un incendie s'est déclaré dans une maison avenue du Parc des Sports. Le feu est parti vraisemblablement d'un chauffage à bois situé dans l'atelier de bricolage de l'habitation. Les flammes et l'incendie ont été maîtrisés par les 22 pompiers mobilisés après plusieurs heures de lutte. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. On part en montagne à présent. Parmi les grandes destinations de ski, on trouve sur notre territoire des petits domaines skiables qui dépendent encore exclusivement des chutes de neige pour fonctionner. Si d'année en année, leur nombre diminue en Haute-Savoie, ces microstations restent indispensables, notamment pour l'apprentissage du ski. Exemple concret du côté de Saint-Jean-de-Sixte avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Frisant les 1000 mètres d'altitude, le domaine skiable du Cray sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Sixte. Créé en 1971, le site accueille depuis plus de 50 ans les amateurs de glisse, locaux pour la plupart. Après la fermeture du téléski il y a 4 ans, trop coûteux pour les budgets municipaux, il ne reste aujourd'hui qu'une seule piste pratiquée par une poignée de débutants. Une dizaine de personnes, peut-être même moins des fois, ça dépend. Après, on a peut-être pas une dizaine de forfaits vendus, mais parce qu'on a des personnes qui sont habitantes ici et qui ont des fois, par exemple pour les enfants, la carte multi-activité, ou même les cartes, les forfaits à ravis. Donc on aura peut-être moins de ventes ces jours-là, mais on aura quasiment autant de monde. Comme on est en période scolaire, on va avoir forcément moins de monde et donc moins de vacanciers. Donc c'est forcément un peu plus réduit. Et du coup, pendant les périodes qui sont les vacances scolaires, on va avoir 7 jours sur 7 d'ouverture. Donc c'est un peu plus prenant pendant ce temps-là. En effet, pendant ces vacances de fin d'année, plus d'une centaine de skieurs se retrouvaient quotidiennement sur la piste du Cray. Il faut dire que pour beaucoup, il s'agit là d'un lieu unique, parfait pour l'apprentissage. On a des belles grosses stations, certes, mais c'est vrai que le côté petite station conviviale, où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est assez sympa. Puis la vue, la belle vue. Je suis pas trop très entraînée, alors des fois je me dis est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais pas tomber, et c'est surtout comme je pars des fois un petit peu à gauche quand je lâche le tire-fesse, et je dois bien me décaler pour laisser les autres s'il y en a d'autres derrière. Avant, il y avait beaucoup de gens qui me dépassaient, du coup c'était plus difficile. Alors maintenant, comme il y a moins de personnes, je vais pouvoir être tranquille. Bien loin de pouvoir concurrencer les grandes destinations touristiques toutes proches, les domaines skiables de moyenne altitude restent complémentaires de l'offre de glisse locale. Mais sans neige de culture, ces sites historiques du ski et tributaires de la météo sont aujourd'hui plus que jamais menacés par les conséquences du réchauffement climatique. Mon invité du jour est un invité politique ce mercredi, Pascal Sabarazi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Haute-Savoie. Avant de revenir sur les dossiers chauds de l'actualité du moment, j'imagine que vous vous félicitez de la décision du Conseil d'État qui a confirmé les résultats de l'élection municipale d'Annecy et donc la victoire de François Astorg. Oui, alors on est soulagé déjà parce qu'il y avait une sorte d'épée de Damoclès comme ça sur la tête de François Astorg et des élus de la ville. Donc oui, soulagé premièrement, et puis effectivement satisfait parce que les enjeux liés au réchauffement climatique sont très importants en Haute-Savoie et notamment à Annecy, et on espère maintenant que le conseil municipal a les coudées franches pour mener une politique volontariste, on espère qu'Annecy pourra devenir une grande ville au même titre que Bordeaux, Lyon et d'autres villes encore en France avec des maires écologistes, pourra devenir une grande ville de la transition.
Vous, justement, en tant que porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Haute-Savoie, quel bilan, même si c'est un petit peu tôt, quel regard vous portez sur les premiers mois du mandat de François Astorg en tant que maire d'Annecy? Comme vous dites, c'est difficile de dresser un bilan déjà, mais en termes de mobilité, on le voit, on le constate tous les jours. Il y a une politique vraiment très volontariste pour permettre notamment aux gens de quitter un petit peu leur voiture, pédaler un petit peu plus. Ça, c'est quand même très très important parce qu'on sait que les enjeux ils sont liés à la qualité de l'air. Voilà, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et Annecy est une ville qui se prête particulièrement bien au vélo. Donc voilà, il y a ces choses-là qui sont mises en place. Le tramway, voilà, on n'en connaît pas encore l'issue, mais voilà, en termes de mobilité, il y a déjà des choses qui ont été entreprises qui vont devoir être intensifiées dans les années à venir. Toujours en parlant de François Astorg, vous avez récemment épinglé les députés Frédéric Lardet, adjointe du maire d'Annecy, et Véronique Rioton, qui n'ont pas pris part au vote à l'Assemblée nationale du projet de loi du pass vaccinal. C'est très choquant. Un projet de loi qui est voulu par le président de la République. Donc, pour rappel, Mme Rioton, Mme Lardet sont des députés de la République En Marche. Elles n'ont pas pris part au vote comme si ce projet de loi n'était pas important. Or, il préoccupe bon nombre de nos concitoyens. Donc, on a voulu les interpeller, effectivement, pourquoi elles n'ont pas pris part à ce vote. Et puis, on aimerait leur demander quel est leur avis sur la question. Nous, à Europe Écologie Les Verts, clairement, on est pour le vaccin, mais on est totalement contre le pass vaccinal. Qu'en est-il de Mme Rioton et Mme Lardet? Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette non-participation à ce vote? Le flou, l'ambiguïté. On aimerait bien tout simplement avoir leur avis. On sait que sur Annecy, il y a eu encore samedi dernier une manifestation. Beaucoup de monde a voulu interpeller le gouvernement. Donc, Mme Lardet, à ce jour, est encore débutée. Mme Rioton aussi. Donc, quel est leur avis sur leurs questions? C'est quand même important de le savoir. Vous êtes, Europe Écologie s'est aussi exprimé par rapport au projet d'autoroute du Chablais. Le 30 décembre dernier, le Conseil d'État a rejeté votre recours justement contre ce projet. Quelle est votre réaction? On parlait de mobilité tout à l'heure. Effectivement, les enjeux ils sont énormes sur notre département. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment peut-on penser en 2022 qu'une autoroute va permettre de réduire la pollution, donc la pollution des gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, mais aussi la pollution sonore? Non, nous, ce que l'on souhaite à Europe Écologie Les Verts, c'est que la population prenne véritablement conscience, je dirais, des dégâts sur notre biodiversité, sur les terres agricoles qui disparaissent peu à peu et sur l'impact aussi dans la vie de nos concitoyens qui, en termes de santé publique, une autoroute, forcément, on connaît tous les dégâts. Donc nous, on veut développer davantage les transports en commun, les transports propres. Et ce qui se fait en Suisse notamment, on doit s'en inspirer, c'est développer des navettes qui permettent aux travailleurs de rejoindre les gares et ensuite prendre un train pour aller travailler. Quelle peut être une autre alternative? À l'autoroute du Chablais, moi, je vous l'ai dit, les mobilités douces, toujours les mobilités douces, éviter toujours la propagation plus nombreuse de voitures dans notre département. Il y a eu pendant des décennies cette politique du tout routier qui est délétère. Aujourd'hui, Annecy, la Haute-Savoie, ce sont parmi les zones les plus polluées de France. Il faut agir concrètement. La transition écologique, on y est maintenant. Il y a eu un rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques mois. On n'a plus le temps d'attendre, donc il faut des mesures concrètes et efficaces dès maintenant. Pascal Siabarazi, un autre sujet qui vous interpelle au sein d'Europe Écologie Les Verts. Je veux parler de l'abattage de ces 235 bovins après la découverte d'un cas de brucellose à Saint-Laurent. J'imagine que là aussi, et sans surprise, vous condamnez fermement cette décision. Évidemment, vous savez, quand on est écologiste, on est avant tout humaniste. Et cette question de l'abattage de 240 vaches, veaux, génisses fait appel à notre humanité. Moi, je me mets à la place de cette famille d'éleveurs qui a élevé ce troupeau pendant près de 30 ans, qui du jour au lendemain se retrouve sans rien du tout, alors qu'une vache était positive à la brucellose. Les autres qui ont été testées étaient négatives. Donc, comment peut-on, en 2022, quand on est si soucieux du bien-être animal, penser qu'abattre tout un troupeau est la solution? Clairement pas. Donc oui, on est venu en soutien à ce collectif, souvent les vaches de Saint-Laurent, parce qu'on ne peut pas accepter que les vaches soient considérées comme un simple outil de production. Ce sont des animaux dotés de sensibilité. Le bien-être animal, je le répète, est une question essentielle. C'est le côté radical et unilatéral de la décision qui vous a choqué?
Mais bien évidemment, avez-vous vu sur les réseaux sociaux combien de personnes ont suivi la page, souvent les vaches de Beauregard, la pétition, combien de signataires il y a eu, pratiquement plus de 85 000 signataires, je crois. Donc il aurait fallu consulter, il aurait fallu écouter. En Suisse, la législation est tout à fait différente. À 30 km de là, le troupeau n'aurait pas été abattu. Voilà. Pour terminer, Pascal Sabarazi, un mot sur l'élection présidentielle et votre candidat Yannick Jadot qui a réitéré son refus de participer à cette primaire populaire. Vous comprenez sa position ? Il l'avait déjà dit clairement, il l'a encore dit. C'est un petit peu embêtant, hein, cette campagne pour le moment tourne autour de cette volonté de se rassembler, d'intégrer la primaire populaire, etc. Il a été clair sur le sujet. Nous, ce que l'on souhaite à Europe Écologie Les Verts, c'est se mettre en campagne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais hier, il y avait de grandes vagues vertes partout en France, en Haute-Savoie, en Pays de Savoie, on a été très présents. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est parler projets impactant concrètement le quotidien de nos concitoyens. On parlait tout à l'heure du pass vaccinal, on ne parle pas suffisamment de notre service public qui est mis à mal, de l'hôpital public, de notre école, l'éducation. Demain, il y a de grandes manifestations. Donc oui, nous, on rentre en campagne, on souhaite parler concrètement de notre projet présidentiel qui est sorti, le livre Vivant, le projet présidentiel de Yannick Jadot est en librairie. Donc nous, on souhaite vraiment aller à la rencontre des habitants pour parler projets qui impactent leur quotidien et faire une belle campagne. À 3 mois du scrutin, vous avez le sentiment que c'est l'année ou jamais ? Je ne sais pas si c'est l'année ou jamais. Il a toujours été question d'écologie, mais en 2022, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas un candidat représentant de l'écologie politique à la présidentielle. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Sabarazi. Merci à vous. À 16 ans, Simon Lopez est un prodige. Le jeune clarinettiste a remporté la finale d'un concours télévisé en fin d'année dernière. Sa victoire lui a permis de décrocher une bourse et lui offre la possibilité d'enregistrer son premier album. Originaire de Saint-Julien en Genevois en Haute-Savoie, l'adolescent suit ses cours de clarinette au Conservatoire de Genève. C'est une rencontre signée Victoria Lopez. Elle est rarement mise au premier plan. La clarinette demande beaucoup de travail, de souffle et de détermination. Elle a séduit Simon dès son plus jeune âge. J'ai découvert la clarinette à l'âge de 7 ans, donc même un petit peu avant. Donc j'ai découvert cet instrument dans un CD audio Piccolo Saxo et compagnie, donc, que j'écoutais quand j'étais plus petit. Et dans ce CD, en fait, tous les instruments de l'orchestre se rencontrent au fur et à mesure. Et à chaque fois, un petit air est joué et j'ai vraiment beaucoup apprécié le son de la clarinette. Donc j'ai commandé une clarinette pour l'anniversaire de mes 7 ans. Et après, je me suis inscrit dans une école de musique. Presque 10 ans plus tard, Simon a remporté la finale de l'émission Prodige, diffusée sur France 2. Suivie par plus de 3 millions de téléspectateurs, cette soirée a permis au jeune homme de faire connaître son instrument au grand public. Prodige, je l'avais aussi fait, et surtout pour ça, c'était pour montrer que la clarinette, c'est quand même un très bel instrument. Enfin, forcément, moi, c'est ma passion. Mais pour montrer au grand public ce qu'on peut faire de la clarinette, et je pense aussi et surtout que le klezmer a bien montré un petit peu tout le répertoire qu'il y a autour de cet instrument. Simon a en effet remporté le titre grâce à son interprétation de Klezmer Dance de Martin Frost. C'est un morceau assez réputé en clarinette quand même, qui est très dur techniquement mais qui est très plaisant à jouer et très dynamique. Et donc j'ai tout de suite accepté cette proposition. La préparation de l'émission a représenté des heures de travail aux côtés de son professeur au Conservatoire de Genève, qui a suivi de près ses prestations télévisées. Je connaissais le résultat, mais en voyant en direct, j'avais le trac quand même. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas eu une erreur jusqu'au dernier moment. C'était émouvant, oui, bien sûr. 3, 4. Avec désormais une bourse en poche et l'enregistrement de son premier album sur le point de débuter, Simon s'ouvre les portes d'un bel avenir musical. Après son bac, il prévoit de se présenter au concours d'entrée des meilleures écoles de musique françaises et suisses. J'espère un jour pouvoir faire concertiste, ça serait mon rêve.
La semaine dernière, la librairie BD Fugue, que nous connaissons bien sur 8 Mont Blanc, a mis à l'honneur Hub, un artiste originaire du bassin annécien, lors d'une séance de dédicace. Un moment de partage auquel ont participé Manon Toitier et Maël Aubert. Et à l'occasion de la sortie du 2e tome de la bande dessinée Le Serpent et la Lance, beaucoup d'habitués avaient fait le déplacement. Reportage. Inspiré de l'univers aztèque, la série Le Serpent et la Lance est le nouveau thriller de Hub. L'artiste originaire de Talloires s'est installé dans la librairie BD Fugue à Bonlieu pour présenter et dédicacer sa nouvelle œuvre. Et même s'il a maintenant quitté la région, il reste très attaché au bassin annécien, où il lui arrive encore de puiser son inspiration. C'est une ville qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y passe régulièrement. Je suis né à Annecy, c'est un petit peu ma deuxième terre. Je finis énormément de mes albums aux alentours, autour du lac, un endroit précis où je viens souvent. Donc c'est une région que je connais bien. Mais en tout cas, c'est un endroit où je me sens vraiment bien dans mon élément. Et qui me semble parfait justement pour finir et clôturer mes albums. Presque tous mes albums, je les finis ici. Ça se passe souvent l'été. Et voilà, je sais pas, l'harmonie de la nature, tout ça me sied parfaitement. Les fans étaient nombreux à venir vendredi dernier à la séance de dédicace. Des habitués de tout âge défilent devant Hub. Parmi eux, Maxence, un jeune adepte de la bande dessinée. Ce livre d'or, il consiste à faire dédicacer plein d'auteurs dans un même livre. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis venue pour Hub, pour qu'il me fasse une dédicace dans mon livre. Je suis content, comme ça je pourrais le continuer. Et en plus, avoir Hub dans mon livre d'or, c'est un honneur. D'autres habitués ont même fait quelques heures de route pour échanger avec Hub l'espace de 10 minutes. Mais pour ce fan, le déplacement en valait la peine. Je connais Hub depuis maintenant peut-être 5 ans, parce que j'adore ce qu'il fait, c'est un super auteur. Et puis on a des similitudes, on adore aussi le Japon. Moi je suis beaucoup imprégné de cette culture japonaise, du manga japonais et de toutes ces choses-là. Alors pour moi c'était un plaisir de me déplacer. Ça fait 2 heures de route, 4 heures en comptant le retour, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour voir ses auteurs préférés? Pour Vincent, c'était une évidence d'inviter Hub à dédicacer sa BD à Bonlieu. Sa venue s'inscrit dans une volonté de la librairie de créer un lien entre la bande dessinée et Annecy. Pour les 40 ans de la librairie, on a décidé de faire un certain nombre d'affiches avec des grands auteurs de bande dessinée qu'on aime beaucoup. Hub fait partie de ces auteurs qu'on aime beaucoup et il nous a fait une affiche au bord du lac d'Annecy avec son personnage phare Oko. Et c'est toujours extraordinaire, je trouve, de voir comment des dessinateurs qui ont tous des styles propres à eux vont réinterpréter un petit peu notre lac et notre ville. Donc c'était très intéressant de voir justement comment Hub, lui, pouvait le faire en retransformant un petit peu avec son univers japonais fantastique la Haute-Savoie. Le Serpent et la Lance sera édité en 5 albums. Le premier tome avait été publié il y a 2 ans. Les prochains mettront tout autant de temps à sortir. Hub rassure ses lecteurs, il y en aura encore pour les prochaines années. Et vous l'aurez rectifié de vous-même, il s'agissait bien de Hub et non de Hub. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous retrouverez ensuite, juste après, le 3e épisode de Panorama. Il s'agit d'une rediffusion cette semaine. L'émission est consacrée aux entreprises familiales. On rencontre ce soir avec les frères Chardon des Charpentiers Savoyards. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à jeudi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.